Bonjour à tous. Donc, la vidéo que vous allez voir là tout de suite, c'est un TP que j'ai fait à distance avec mes élèves qui s'appuyait sur le jeu Kerbal Space Program. Donc ça, c'est un jeu vidéo qui permet en gros de construire des fusées et puis d'explorer un système stellaire un peu similaire au système solaire en fait. Sauf que bien sûr, il y a quand même enfin, c'est un jeu vidéo un peu rigolo, donc on a des petits bonhommes verts. Bref, il y a plein de choses. Et si j'ai voulu faire ce TP à distance, c'est parce que c'est un jeu vidéo qui connaît bien les forces centrales et qui a quand même une bonne partie de simulation de physique, entre guillemets. Donc j'ai voulu faire ça à distance et faire des calculs, faire des calculs en tout cas aux élèves. Donc on a pu revoir beaucoup de bases de mécanique, ça va du PFD au théorème énergétique en passant par les forces centrales et le moment cinétique. Donc j'ai fait ça à distance et du coup je le repartage pour mes élèves et du coup je le mets sur cette chaîne. Alors du coup je suis désolé, tout n'est pas parfait dans la vidéo, notamment la capture d'écran a fait que quand on est dans la partie jeu, on n'a pas beaucoup d'images par seconde, ça lag un petit peu. J'ai interagi avec un chat qui n'est pas visible dans la vidéo, dans l'enregistrement. Et puis le tableau était cadré différemment par rapport à d'habitude et donc il est un peu moins clair que d'habitude. Bref, il y a pas mal de défauts, mais en tout cas, voilà, si vous voulez quand même regarder ce que ça a pu donner, bah voilà, allez-y. Et la vidéo va commencer tout de suite. Voilà, et du coup, je vous donne quand même l'objectif. L'objectif, c'était de partir de Kerbin, qui est la planète équivalente à la Terre, aller jusqu'à la Lune, donc qui est l'équivalent de la Lune, en faisant des calculs, puis revenir. Voilà, bonne vidéo. Et bon, ça dure 2 heures, hein, c'est un peu long, donc bon courage. Voilà. Donc, on va bien voir. Et du coup, hein, l'idée, c'est qu'on va faire des calculs. Notez bien, enfin, notons les résultats. Alors, moi, j'ai fait mes calculs, mais les applications numériques, on verra bien. Et puis, à chaque fois, du coup, après, on vérifiera sur le jeu qu'on a bien les bons calculs, etc. Euh, et qu'on a bien, enfin, bref, voir que tout marche bien, quoi. Alors, l'idée, hein, je le rappelle, c'est qu'on a donc une planète un peu fictive qui s'appelle Kerbin. Je sais que vous avez hâte de voir ce que ça donne dans le jeu. Qui a donc un rayon de 600 km et une masse de 5,1 fois 10 puissance 22 kg. Donc, c'est une planète beaucoup plus petite que la Terre, mais le rapport masse et rayon est conservé de sorte à ce que la gravité sur Terre, enfin sur Kerbin du coup, c'est-à-dire si vous calculez petit g égale grand G mk sur rk carré, eh bien on trouve la même chose que sur la surface de la Terre, c'est-à-dire 9,81 mètres seconde moins 2. La seule différence, c'est que du coup, elle est beaucoup plus petite et ça va faciliter, on le verra, la mise en orbite. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite la première question, où donc l'idée, c'est uniquement de dire qu'on part donc de l'équateur, ici, et on a donc un moteur. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer la fusée quand même avant qu'on commence. Peut-être que ça vous maintiendra éveillé plus facilement. Alors, on va switcher comme ça 2-3 fois pendant le TP entre le tableau, d'accord, où on fera les calculs, et mon écran, où on verra le jeu en lui-même. Ça vous va? N'hésitez pas à enlever la présentation de base et mettre en plus grand, hein. Alors oui, alors effectivement, Jules, tu as raison. L'idée, c'est que enfin, je ne sais pas pourquoi j'écris 7 fois 10 moins 11, parce qu'effectivement, c'est 6,67 10 moins 11. Donc, j'enlève ma caméra, je partage mon écran. Dites-moi si ça marche aussi, parce que du coup, on n'est pas exactement sûr que ça va fonctionner comme il faut. Donc, partager mon écran, je vais choisir uniquement la fenêtre. OK, ça devrait être bon. Ça charge peut-être. Est-ce que vous voyez? Alors, je peux faire les deux, mais en fait, là où je vais jouer, enfin, là, je suis en hauteur et du coup, pour jouer, c'est compliqué. Et du coup, je dois me poser sur ma table pour jouer. Et derrière, il y a tout ce que je veux pas que vous voyez, genre
qui montre que j'ai une part d'humanité en moi. Donc voilà. Alors, attendez. Donc voilà notre hangar. Et nous allons ouvrir le vaisseau que j'ai déjà fait du coup à l'avance, hein. Donc il y a toute une partie du jeu qui n'est pas spécialement intéressante, mais enfin si, qui est très intéressante bien sûr, mais d'un point de vue jeu, pas d'un point de vue physique, qui est de créer un vaisseau. Et voilà notre vaisseau. Ok, donc on peut tourner autour de ça. Vous y voyez bien, c'est bon? Si vous y voyez bien, c'est chouette. Donc voilà notre vaisseau, et on y a mis dedans un astronaute qui s'appelle Bill, en l'occurrence. Et voilà l'idée. Et donc on peut voir, on peut se mettre sur le... Donc là, il y a aussi une liste d'instructions que j'ai déjà configurée. Et on peut se mettre sur le pas de tir. On sent que mon ordinateur ventile un peu. Hyperventilation. Nous voilà sur le pas de tir avec notre astronaute au milieu. Ah oui, c'est que c'est un scientifique. Ah, mais non, attendez, on va avoir des problèmes si on fait ça. Attendez. Parce qu'il faut quand même un pilote plus qu'un scientifique. Les scientifiques sont inutiles, hein, depuis le temps que je vous le dis. C'est faux, bien sûr. Hop, 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 hop. Allez, on n'était pas prêt, bien sûr. Eh bien, vous savez quoi? Nous allons demander à... Alors, bah, allez-y, donnez-moi un pilote. Nous avons le choix entre Tater, Hermont et Jaurès. Je vous laisse voter pour le pilote. Hermont, j'ai l'impression qu'on dit Hermont hein, dans le chat, ça part en Hermont. Écoutez, nous allons valider Hermont. Vous n'avez pas la musique en même temps, mais je peux vous garantir qu'elle est très bien. Et Hermont prend place à bord. Et nous voilà parés au lancement. Avec Hermont qui est là. Ouais, bah écoutez, on peut voir une vue d'Hermont. Alors, je ne sais pas si j'ai gardé ce qu'il fallait pour... Ah si, voilà, là, une petite vue vers le ciel. Bon, bref. Donc voilà, hein, le vaisseau est paré. Et donc, vous le voyez, nous allons commencer en fait par pousser avec ces 4 moteurs-là. D'accord? Il y en a 4 sur les côtés. Alors, pour l'instant, la poussée est à 0 kN parce que les moteurs ne sont pas allumés, mais ça va s'allumer dès qu'on va le décider. Donc maintenant, voilà, hop, on est prêt. Je mets sur pause, j'enlève le partage d'écran et je remets ma webcam et on peut faire le calcul de quelle est la vitesse qu'on atteindra à la fin de la poussée. Donc, on est en A, ici au départ, et la poussée se fait jusqu'à un point B dont on ne connaît pas a priori l'altitude. Alors, est-ce que vous pourriez du coup me dire, donc je reprends aussi mon énoncé de TP, alors le setup est si complexe, hein. Le but, hein, je le rappelle, c'est de faire un aller-retour jusqu'à l'orbite naturelle, jusqu'à le satellite naturel le plus proche de cette planète, qui s'appelle donc la Lune. Vous aurez reconnu évidemment la Lune. Alors, du coup, on nous donne hein, la poussée, c'est 2,3 fois 10 puissance 6 newtons, et on va les allumer pendant 63 secondes. Question, quelle est la vitesse en B? Du coup, comment on fait pour répondre à ça? Je vous écoute. Alors, 819 mètres par seconde, nous dit Kiran. Alors, en effet, c'est effectivement ça, mais tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la façon d'y arriver, c'est-à-dire on fait un PFD. Alors, question, pourquoi? Alors, 2 questions. Première question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autre chose du genre un théorème de l'énergie mécanique? On aurait peut-être pu envisager ça, je ne sais pas. Deuxième question, pourquoi, on va faire un PFD approché en considérant la masse totale constante, mais pourquoi ce n'est pas exactement vrai? En attendant, hop, je me prépare à écrire mon PFD. Donc mon PFD, bien sûr, hein, je vais Alors effectivement, on a besoin du temps. Donc effectivement, on n'est pas vraiment... C'est pas vraiment intéressant de faire un théorème énergétique. Donc un théorème du type PFD, c'est effectivement ce qu'il y a de plus adapté. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que la fusée va perdre de la masse au fur et à mesure du temps parce que le fuel va diminuer. Bien sûr, on aura consommé le carburant. Il se trouve que on peut faire le calcul complet, c'est quand même un peu plus compliqué et surtout c'est hors programme, mais on peut le faire.
Mais étant donné que la masse des 4 boosters que vous avez vus là sur les côtés, elle est plutôt négligeable devant la masse de tout le reste, a priori, il n'y a pas de problème quand on fait ça. Alors, on va donc faire un PFD. Quelles sont les forces qui apparaissent quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre système? Donc, en attendant, j'écris que le système, c'est la fusée, plus elle remonte, ce bon vieux elle remonte, et le référentiel. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On peut prendre un référentiel terrestre. Je vais supposer ça, on verra après qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous le verrez, il y a beaucoup d'outils intéressants dans ce jeu vidéo, notamment une visualisation de la trajectoire, et vous verrez que même en allant tout droit vers le haut, en fait, on n'a pas dans le référentiel terrestre, du coup, kerbinien, quelque chose de tout à fait vertical. Effectivement, il y en a deux, force de poussée et le poids. Donc effectivement, alors, tout à fait, MA égale P plus RN. Alors, c'est pas vraiment RN, c'est pas une force de réaction normale, c'est une force de poussée, d'accord? Donc effectivement, on va avoir MA égale la force de poussée plus le poids. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un axe UX comme ça et de projeter. Là-dessus, on va donc avoir M X point point égale une force de poussée qui est donc constante moins mg, tout simplement. Et donc, l'idée, nous, c'est d'avoir la vitesse jusqu'à la fin de la poussée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir x point qui vaudra donc fp sur m moins g. Le tout fois t, donc ça, c'est la vitesse en fonction du temps. Et donc, à la fin de la poussée, on nous dit c'est 63. Ça va jusqu'où? Ça va jusque-là. C'est pas cadré comme d'habitude. Bon. Et donc, à la fin de la poussée, on aura la vitesse en b qui vaudra fp sur m moins g fois le temps de la poussée. OK, donc est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Quand on fait l'application numérique, on trouve effectivement 819 mètres par seconde. On va retenir ce résultat. On verra après si c'est bon. Et puis ensuite, ah oui, il y a une deuxième question, c'est la hauteur à laquelle on est monté à la fin. Comment on fait pour trouver la hauteur, sachant qu'on a déjà ça? Donc la hauteur de B, en fait, on cherche. Là, on a trouvé la vitesse en B. Si on cherche la hauteur en B, alors je l'ai appelé HP, je crois, pour hauteur de la poussée, donc hauteur atteinte à la fin de la poussée. Intégration, effectivement, primitive. On a la vitesse en fonction du temps. Pour trouver la position en fonction du temps, donc au bout de 63 secondes, on intègre une fois de plus. Donc, sachant qu'on est parti de 0, il n'y a pas de constante d'intégration. Ça fait donc fp sur m moins g t carré sur 2. Et donc, effectivement, la hauteur de la poussée. Donc là, vous voyez, je différencie bien la position en fonction du temps et la position à la fin de la poussée, qui va donc être égale à fp sur m moins g fois tp carré sur 2. Et vous trouvez quoi comme application numérique? 26 km, effectivement. Alors moi, j'ai 25,8. Ouais, voilà, tout à fait. 25,8 km. Alors, vous savez quoi? On va vérifier dès maintenant. On va faire la première phase de poussée, puis on fera la deuxième partie entre B et C juste après. OK, donc j'enlève ma caméra et je repartage mon écran. Alors, attendez, il faut aussi que je branche ma souris, du coup. Alors, Jules, on n'est pas du tout d'accord avec ça, par contre. On ne peut pas dire que HP, c'est égal à VB fois TP. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Jules pourquoi on ne peut pas dire ça? Voilà, la vitesse n'est pas constante. C'est ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Il est vraiment hors de question maintenant de dire vitesse égale distance sur temps. Ça, c'est vrai quand la vitesse est constante ou quand on parle de vitesse moyenne. Là, la vitesse n'est pas constante et si tu fais ça, Jules, ça veut dire que tu supposes qu'entre A et B, on est à la vitesse VB de 819 mètres par seconde. Or, c'est pas vrai. D'accord? Donc, effectivement, vous aviez
raison quand vous dites vitesse pas constante. Alors, nous allons reprendre le vol. Alors, pour l'instant, ça va être assez tranquille. Vous y voyez bien, c'est bon là, la fenêtre? Pour l'instant, ça va être assez tranquille, étant donné qu'il n'y a pas de pilotage à faire. Je vais juste allumer les boosters. Euh, si vous y voyez bien, c'est cool. Alors, là, j'allume deux petites choses qui sont là pour la stabilité principalement de la fusée. Alors, attendez, je vais tenter une chose. Je vais essayer de me mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous allez continuer à me voir. Alors, est-ce que vous y voyez? J'ai l'impression que oui, mais j'en suis pas sûr. Parfait. Alors, si c'est parfait, on va décoller et on va bien voir ce que ça donne. Et donc, je ferai une pause quand les boosters auront fini leur poussée, donc dans une minute. Donc, pendant une minute, vous allez pouvoir regarder le paysage. Attention, le lancement se fait dans 3, 2, 1. Donc, nous laissons le centre ici de Kourou. Alors, vous voyez en fait ici, hein, on a directement la trajectoire qui apparaît ici. Et nous avons la planète dans son intégralité. La Lune, elle est derrière là-bas. Donc voilà, la montée s'effectue. Alors, ça nous permet de prendre en main les outils. Vous voyez, on a ici l'altitude. Alors je vais la mettre par rapport au sol. Je peux changer ça. Avec ici un espèce de graphe qui représente la densité de l'atmosphère. Et on a la vitesse. Ici, par rapport à la surface. Donc dans le référentiel de Kerbin. Ici, on a pour chaque moteur qui nous intéresse la quantité d'ergol, donc c'est-à-dire le carburant restant. Et là, vous voyez, on a effectivement une poussée de 660 kN multiplié par 4. On arrive au chiffre de tout à l'heure. Et là, on s'est bientôt terminé. Donc, je vais faire une pause. On arrive à une altitude de 18,3 km et une vitesse de 742 mètres par seconde. Sachant qu'on avait prévu, je crois, 740, on avait prévu 819 mètres par seconde et 25,8 km. Donc, j'enlève ceci et je repasse sur ma caméra. Hop, hop, hop. Ça s'est relancé tout seul. Comme ça, on pourra faire. Alors, attendez. Hop. J'enlève le partage d'écran. Je remets ma webcam. Ça vous convient comme format? C'est bon? Vous voyez pas. Il n'y a pas d'inconvénient. Tout va. Si tout va, alors on peut continuer. Donc, du coup, je lis effectivement. Je lis que vous êtes content d'être ici. C'est bien. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des frottements qu'on n'a pas pris en compte. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important dans tout ce qui est voyage spatial, etc. Vous vous en doutez, hein. Et du coup, effectivement, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une vitesse plus faible que ce qui était prévu. Alors au début, les frottements ne jouent pas trop, mais quand on arrive à des vitesses comme celle-là, qui sont 3 fois supérieures à la vitesse du son, bien sûr que là, les frottements sont très importants. Et du coup, de cette même manière, on a ça. On pourrait éventuellement quantifier ça si on connaissait la puissance des frottements, etc., etc. Là, du coup, on l'a pas réellement. Il y a une question sur ça à la fin pour le retour sur Kerbin. On en parlera à ce moment-là. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse à la suite. Et donc, on arrive en VB ici, qui est donc 25,8 km au-dessus de A, avec une vitesse de... Alors, du coup, c'est pas 25,8, c'est 18,2, avec une vitesse qui n'est pas tout à fait 819 mètres par seconde, mais qui est de 743. Du coup, question, comment on arrive en C? Enfin, c'est-à-dire, quelle est la hauteur de C, sachant que C, c'est là où la vitesse devient égale à 0. Comment on peut traiter ça? Je ne vous demande pas le temps, par ailleurs, pour arriver en C. Je vous demande uniquement quelle est la hauteur de C. Moi, en attendant, j'efface ça. Le système et le référentiel restera le même, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, la hauteur de C, du coup. Quel est le moyen qu'on va utiliser Alors, on pourrait, hein, bien évidemment,
Ah, pardon, ça défile, j'ai pas vu. Ah oui. TEM, alors effectivement, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique. On aurait pu utiliser le PFD, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Vu qu'on a déjà les équations ici, ça n'aurait même pas été beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, vu qu'on essaye de faire un retour sur toute la mécanique, on va faire le théorème de l'énergie mécanique. Question. Comment s'écrit l'énergie potentielle? Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, on va faire comme s'il n'y avait pas de frottement et on va dire théorème de l'énergie mécanique. Énergie mécanique en B égale énergie mécanique en C. Ça, je suis d'accord. Ensuite, que vaut... Alors, l'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de m VB carré, plus, alors pour l'instant, j'écris rien pour l'énergie potentielle, égale 1 demi de mvc carré, mais vc égale 0 par définition hein, du point C, c'est le point où ça s'arrête. Donc je vais juste écrire en fait 0. Mais que vaut l'énergie potentielle? Alors effectivement, on a deux choix. Soit on écrit que c'est mgz, l'altitude, et ça, c'est plus simple, mais quelque part, ça implique que G, l'accélération de la pesanteur, est constante. Sauf qu'en fait, bah là, vous voyez, on a déjà augmenté de 25,8 km, alors que le rayon fait 600. Donc en fait, G diminue un peu. Donc c'est pas vraiment rigoureux d'écrire ça. Alors bien sûr, dans ces cas, enfin, il faudrait quantifier à quel point c'est pas rigoureux. Mais quand j'écris un TEM, par exemple, je sais pas, pour une attraction terrestre, d'un truc qui fait 10 mètres de haut, bah, quelque part, G aussi varie. Mais tellement peu, parce que 10 mètres, c'est rien comparé au rayon de la Terre, bah, qu'effectivement, ça pose pas de problème. Mais là, on monte de quand même 25 km sur une planète qui en fait 600. On va peut-être monter d'encore plus, à peu près le même ordre de grandeur, a priori. Donc, ça peut poser problème. Donc, on pourrait écrire tout à fait moins grand G, M, MK sur R. Sauf que du coup, ça va nettement compliquer les calculs. Et donc, on va pas le faire. D'accord? Pas parce qu'on a la flemme, hein, juste parce que on va dire que c'est acceptable. Donc, du coup, je vais écrire MGHB. Du coup, avec G qui est le G à la surface, mais qu'on va considérer comme constant sur tout ça. Alors, le dessin n'est pas à l'échelle. Hein. Ça fait 600 km, ça en fait 25. Donc, en fait, à l'échelle, ça serait peut-être moins aberrant. Égale 0 plus MGHC. Alors, c'est pas vraiment arbitraire, hein, le fait d'écrire ça, contrairement à ce que je peux lire dans le chat. C'est juste que, voilà, on va supposer étant donné qu'il y a déjà des frottements, le niveau de précision qui est attendu ici, il n'est pas énorme, et donc ça ne sera pas une erreur énorme que d'écrire ça, tout simplement. Euh, Après, bien sûr qu'on pourrait faire mieux, mais ça ferait des calculs plus compliqués. Moi, j'aimerais quand même qu'on se restreigne à des calculs assez simples. Bah, en fait, on sait que l'écart va pas être trop grand, donc on choisit la solution de facilité. De toute façon, dans un problème, hein, ça vous sera ou serait précisé. Donc, il n'y a même pas vraiment à se poser la question de qu'est-ce que je choisis. Souvent, le problème répond à votre place en disant, par exemple, on considère G uniforme à la surface, etc., etc. Les calculs ne seraient pas beaucoup plus compliqués si on prenait en compte la force gravitationnelle qui ne serait pas une force constante comme le poids. Mais bon, j'ai un peu la... Voilà quoi. Disons que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et donc, alors du coup, c'est pas HB, c'est HP en fait. Et du coup, on arrive à HC égale HP plus VB carré sur 2G. G, c'est du coup, je vous l'ai dit, c'est pareil que sur Terre, c'est 9,81 mètres secondes moins 2. Alors, est-ce que vous avez l'application numérique, en tout cas, de ce qui est attendu théoriquement? Alors, pour ça, déjà, ça fait, du coup, ça dépend si on prend théorique ou expérimental, puisqu'on a mesuré, nous, une note vitesse VB, c'est 33,5 km pour, enfin, pardon, sauf si vous l'aviez fait, comme j'ai pas vu créer. Enfin, en tout cas, c'est autour de 30 km. OK? Du coup, à rajouter à HP, pareil, est-ce qu'on prend le HP théorique qui était ici
ou le HP expérimental, ça dépend du protocole. Du coup, vous l'avez fait, je vois que vous essayez d'écrire dans le chat et après, il n'y a plus rien qui s'affiche. Alors, j'ai peur que vous soyez... HC, c'est pas entre... HC, c'est pas entre A et C. Si, justement. Là, j'ai écrit l'énergie potentielle en la prenant nulle en A. Donc, HC, c'est bien la hauteur totale. Donc, moi, ce que je calcule, c'est la hauteur entre la fin de la poussée et ça, c'est ce qui est dû à l'inertie, si vous voulez. Bon, alors, en l'absence d'application numérique, je vous donne l'application numérique. Enfin, si quelqu'un fait l'application numérique, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais, comme on dit. Qu'est-ce qui fasse le plus les erreurs entre les frottements, la masse variante de la fusée et G variant? C'est une très bonne question et je n'ai pas quantifié ça, mais a priori, c'est le fait que G varie. Moi, j'ai pris, en fait, je vous ai donné une fausse masse pour que ça marche, mais une espèce de masse moyenne, si vous voulez. Sinon, c'est probablement ça. Les frottements jouent aussi beaucoup là, par exemple. En fait, alors pour le coup, la différence entre G et les frottements, on peut la quantifier facilement. Puisqu'expérimentalement, on a vu qu'on avait un écart de à peu près 75 mètres par seconde sur 800. Et là, on va avoir un écart de 25 km sur 600. Et tout est linéaire puisque l'énergie potentielle, elle varie en 1 sur X. Donc effectivement, ça va correspondre à peu près à la même chose. Alors, c'est quoi la meilleure à utiliser? Ça dépend. Vous pouviez faire que la partie théorique, donc on va faire la partie théorique. À savoir que ça fait 33,5 km à rajouter au HP et on arrive normalement à 59,3 km de hauteur par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous savez quoi? On va le laisser passer. Alors, je vais partager mon écran. Là, je vais pouvoir le faire. On va voir jusqu'où ça va. Alors, attendez. Hop. Je repartage, je relance le jeu. Donc, je vais rien faire. Hein. Je vais juste... vous pouvez mettre en grand le jeu si vous le souhaitez. C'est bon, vous l'avez? Si vous l'avez, on va laisser passer la fusée jusqu'à ce qu'elle s'arrête et voir à quelle altitude on est, puisque nous l'avons là. C'est bon, hein, vous continuez à le voir, même si vous ne le dites pas. J'imagine que c'est bon. Juste, voilà, savoir si je peux reprendre le vol. Oui, c'est bon. Alors, on reprend le vol. Et donc là, vous voyez que effectivement, là, les frottements se font moins grands, donc on aura sûrement moins d'écart. Et vous voyez la vitesse qui diminue, bien sûr, due uniquement justement au fait que la gravité soit encore présente, l'altitude qui monte. Et vous voyez, si je zoome ici, même si depuis le début, j'ai été complètement tout droit, d'accord? Vous le voyez ici, là, le point n'a pas bougé de l'altitude, enfin du zénith. Eh bien, on a une espèce de cloche comme ça. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Alors, par ailleurs, hein, vous voyez que... Alors, attendez, ça donne un peu le tournis. Là, on arrive à 50 km en tout, alors qu'on avait prévu 59,3. Alors, donc, vous voyez par ailleurs cet outil qui permet de visualiser les trajectoires en avance, hein, puisqu'évidemment, le jeu connaît les lois de la gravité. Effectivement, la rotation de la Terre qui fait que, en fait, quand on s'intéresse à un tel problème, effectivement, on n'est pas dans un référentiel galiléen si on prend le référentiel terrestre. Alors du coup, c'est le référentiel de Kerbin, mais c'est la même chose. Du coup, il aurait fallu probablement se mettre dans un référentiel géocentrique, mais ça aurait nettement compliqué les calculs, puisque l'axe ici aurait bougé dans le temps. Donc en fait, on aurait eu la même chose. Et voilà, alors vous voyez que au final, là, on n'est jamais allé à zéro, justement à cause de la vitesse de rotation. Du coup, on connaît la vitesse de rotation de la Terre. Mais on peut, si j'avais mis vitesse par rapport à la surface, ça aurait marché. Alors là, bien sûr, vous vous dites que j'ai été beaucoup trop loin et que de toute façon, là, du coup, on est en train de chuter, hein, très clairement. Donc, pour se mettre en orbite, ça va pas être fou. Vous voyez la tête d'Hermont qui, effectivement, est en train de se dire la même chose. On va pas se le cacher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une autre sauvegarde qui nous permet de récupérer quelque chose en orbite. Puisque vous vous doutez que... alors, attendez, je vais quand même faire ça pour pas qu'Hermont meure dans d'atroces souffrances.
J'ai quand même, vous vous en doutez, pris des sauvegardes et vous vous en doutez aussi une autre chose, c'est que quand vous voulez vous mettre en orbite, vous ne faites pas comme ça vers le zénith, puis comme ça, d'accord? En fait, il y a une trajectoire un peu parabolique qui se fait vers le côté autour de 45 degrés. Ça permet en plus de limiter les frottements aussi, donc et d'avoir l'inertie qui joue plutôt pour nous que contre nous. Bref, pardon. Bref, on fait plutôt autrement, mais du coup, d'un point de vue mécanique, c'est un peu plus compliqué à étudier. Du coup, je préférais ne pas le faire. Donc, je vais charger une autre sauvegarde après, mais on va quand même terminer les calculs ici. Donc, je vais hop, arrêter le partage d'écran. Voilà. Cette trajectoire, elle n'est pas due seulement à la vitesse de rotation de la Terre. La trajectoire qu'on a vue un peu en cloche, oui, c'est tout à fait ça. Mais en fait, quand on veut se mettre en orbite, on part pas comme ça et ça fait pas juste une cloche comme ça. On part vraiment à 45 degrés, d'accord, pour rejoindre petit à petit, plutôt comme un avion en fait. Hein. On fait, enfin pas exactement, mais pour arriver à l'altitude qui nous paraît la bonne. Donc moi, je vous ai pris un exemple. Je vous ai pris l'exemple de, alors. On a déjà répondu donc à la question, les réponses ci-dessus étaient-elles en bon accord avec la simulation, sinon expliquez pourquoi. Donc on a dit principalement les frottements. Et ensuite, on veut se mettre en orbite. Alors, je vais vous faire le dessin. Un rayon R0. Donc hop, je change tout ça. Un rayon R0 qui vaut... donc voilà. Donc on a RK, le rayon de carbone, bah, qui est toujours là en fait. Et du coup, cette altitude-là, c'est HA. Donc du coup, HA, ça fait 120 km, puisque R0 égale 720 km. La question est la suivante. Que vaut la vitesse de la fusée quand on est sur cette orbite? Du coup, comment on répond à ça? Et quelle est la partie du cours qu'on utilise? Donc en orbite, hop, on va être ici. Le petit R-monde sera là. Et on va noter juste V. Alors, la loi de Kepler, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. On pourrait éventuellement, mais on a vu une formule dans le cours qui nous donne directement la vitesse en fonction du rayon de l'orbite. Donc, on va plutôt utiliser ça. Et effectivement, mais c'est tout à fait lié à la loi de Kepler, hein, bien sûr. Mais on avait une formule plus simple en fait que la loi de Kepler. Alors, en effet, c'était plutôt ça qu'on utilisait. Alors, c'est pas la vitesse de libération. Là, on ne cherche pas à se libérer, d'accord, de l'attraction de Kerbin. On cherche juste à être en orbite. Donc, effectivement, alors attendez, vous savez quoi, je vais reprendre le cours pour vous dire dans quelle partie c'est et à quelle. Alors, pardon. C'est à la page. Alors, c'est pas la vitesse minimum non plus parce qu'on ne fait pas. En fait, on ne fait pas une orbite au rayon de Kerbin, on fait une orbite à R0. Donc, je vais vous dire ça. Alors pour vous, c'est en haut de la page 8, juste après le cas, enfin juste après Kepler, justement, dans le cas particulier des orbites circulaires, on a cette formule-là. Voilà, c'est en haut de la page 8 pour vous. Donc effectivement, on repart de Kepler, mais on avait directement montré la formule V égale racine de GMK sur le rayon de l'orbite. Donc ici, hein, le rayon de l'orbite, c'est R0, RK pardon, plus HA, c'est-à-dire R0. Plus on est en orbite lointaine, plus la vitesse est faible pour le coup. Donc voilà, on a exactement ça. Alors attention, hein, c'est pas MT et RT du coup, c'est MK et R0 parce que justement, c'est pas le rayon terrestre. C'est pas le rayon terrestre ou le rayon de Kerbin, c'est le rayon de l'orbite en soi.
Quand on fait cette application numérique, est-ce que vous l'avez fait? Pardon, est-ce que vous l'avez faite? Cette application numérique. C'est pas mal. On avance plutôt bien, donc je suis plutôt content. Voilà. Ah, énorme silence dans le chat. Nous n'allons jamais savoir à quelle vitesse nous allons. Mais si. Ah non, vraiment, personne n'a fait ça. Oh là là, énorme coup dur. Énorme coup dur pour Hermont. Il ne pourra que constater sa vitesse. Voilà, donc il faut effectivement faire attention. Il faut surtout pas le faire avec RK. Alors, 175, il y a quand même peu de chances que ce soit ça, hein. 175 mètres par seconde. Je ne sais pas comment c'est possible. Euh, Achat égale 120 alors que le document donne 70. Où est-ce où est-ce qu'on le document donne 70? Alors attention, 70 km. Ah oui, c'est OK. Non, c'est la même variable en effet sur le document. À 70 km, c'est la hauteur, c'est l'altitude de l'atmosphère. Donc en fait, on n'en est pas là. On trouve 2270, tout à fait, ça me va. On trouve à peu près 2270 mètres par seconde. Alors ça, c'est avec G que je vous ai donné. Mais si on prend 6,67, 10 moins 11, donc effectivement, vu ce que je vous ai donné, c'est ça, on trouve 2215 avec le vrai G. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je charge ma sauvegarde et qu'on regarde ensemble la vitesse. Donc hop, voilà, pour ceux qui voudraient revoir ça. On regarde ensemble la vitesse d'orbite de ceci. Hop, alors attendez, je vais quand même vous charger ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nico, si tu veux nous dire ce que toi tu as utilisé comme technique. Donc je vais charger check 1, voilà. Non, ça ira. Bah, si tu veux me l'envoyer, n'hésite pas en tout cas. Alors, alors, il faut faire aussi attention dans les applications numériques que vous faites dans ces trucs-là. Parce que, oui, alors là, je sais, c'est tout noir. Parce que souvent, les unités, on oublie de les passer de mètres en kilomètres. Donc, nous voilà en orbite. Alors, vous pouvez constater qu'effectivement, on a une orbite qui est quasi circulaire. Alors, vous pouvez noter dans cette... Attendez, je vais juste m'assurer que vous voyez bien l'écran parce que là, on va beaucoup regarder la trajectoire. Ah ben oui, Hermont est devenu vert parce que c'est ma sauvegarde et c'était pas Hermont, je suis désolé. Oui, c'est bon, vous voyez. Ok. Alors, si vous voyez, je remets en plein écran. Donc vous voyez ici, alors ça c'est l'ancien truc de l'année dernière, figurez-vous. Ça c'est le vaisseau qu'on vient de lancer. Alors du coup c'est pas exactement le même puisque c'est plus le même gars, mais bon, voilà quoi. Et nous avons deux points. PE qui veut dire périastre et AP qui veut dire apoastre. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu, hein, étant donné que les trajectoires sont des ellipses et non pas des cercles, elles possèdent un point le plus éloigné du foyer et un point le plus rapproché du foyer. Le point le plus éloigné, c'est ce qu'on appelle l'apoastre. Et vous voyez qu'il est à 120 462 mètres du centre. Et ici, pour Kerbin, c'est 120 073 mètres. Donc vous voyez que c'est pas circulaire puisqu'on a un écart de 400 mètres entre les deux. Alors bon, 400 mètres sur 100 sur 120 km. Alors que c'est même plus que 120 km puisque ça c'est vraiment l'altitude qu'on voit en fait. Ça c'est trompeur. Ça c'est l'altitude qu'on voit, d'accord? Donc c'est l'écart entre là et là c'est l'écart entre là et là. Donc il faut rajouter les 600 km. Donc du coup en fait on a un écart de 400 mètres sur 600 sur 700 km. Donc effectivement on a une orbite quasi circulaire, hein. C'est très dur à régler ce genre de choses. Par ailleurs, quoi dire d'autre? Bah, du coup, alors attendez, je vais passer un peu pour mettre le vaisseau dans la lumière.
Vous voyez qu'on est en dehors de l'atmosphère, donc il n'y a pas de frottement. Donc tout ce qu'on voit, notamment les altitudes ici, sont exactement toujours les mêmes. Et le vaisseau est là. Donc vous voyez qu'on a largué les boosters de tout à l'heure. Et on a en plus quelque chose ici, d'accord, encore un moteur. Et puis on verra qu'on aura d'autres moteurs. Et du coup, la vitesse de l'orbite, elle est à 2214,8. Donc évidemment, elle varie un peu, puisque le rayon varie lui aussi un petit peu. Mais par contre, c'est très très proche de ce qu'on avait prévu. Donc vous voyez que quand il n'y a pas de frottement, les modèles qu'on fait sont vraiment des modèles qui sont très précis. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de cette première partie? Ou est-ce que c'est bon? On va cesser le partage d'écran et on va faire la suite, hein, sauf à moins qu'il y ait des questions sur ça, mais la vitesse est très élevée, bah, c'est des vitesses d'orbite, hein. On a fait le calcul en cours pour la Station spatiale internationale. Oui, ça fait des vitesses très élevées. En même temps, on tombe suffisamment vite, entre guillemets, pour... Rebonjour. On tombe suffisamment vite pour en fait ne pas tomber et suivre carrément la courbure de la Terre, quoi. Donc, effectivement, tout à fait, Jules, si c'est pas élevé, elle tombe. Donc c'est à peu près normal. Et puis, encore une fois, hein, il faut toujours comparer à quelque chose. Une vitesse très élevée, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, c'est pas très élevé par rapport à la vitesse de la lumière, tout simplement. Donc effectivement, par rapport aux vitesses genre de ma Twingo, bah oui, c'est très élevé, mais ma Twingo, elle va pas dans l'espace, quoi. Donc c'est pas tout à fait le même boulot qu'on lui demande. Si c'est bon pour vous, on peut passer à la suite, à la partie 2. La partie 2 qui était justement un peu compliquée, qui est le passage de cette orbite-là, autour de Kerbin, qu'on vient de voir, à, euh, à la Lune, c'est-à-dire en fait jusqu'à l'orbite de la Lune. Alors, on va faire un deuxième schéma, si vous voulez bien. Troisième schéma même, j'en sais rien. Et donc, nous allons avoir bon, la planète Kerbin ici, avec notre orbite. Donc, pour l'instant, notre vaisseau est là. Alors, du coup, le point C, c'est avant de se lancer dans n'importe quelle manœuvre. Et puis, autour de Kerbin, nous avons la Lune, pardon, plutôt, qui est là et qui se balade. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Hop là, elle est là. Elle aussi, on peut savoir à quelle vitesse elle va par la même formule que tout à l'heure, finalement. Racine de grand G. Cette distance-là, on va l'appeler grand D. Donc, la vitesse de la Lune, c'est racine de grand G, masse de Kerbin divisé par D. On sait que ça fait 500 mètres par seconde. Bon, ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Et puis, on va essayer d'allumer des moteurs, ici, en ce point D, pour faire changer la trajectoire et se retrouver sur une ellipse, mais avec une vitesse plus grande ici, de sorte à ce que la trajectoire soit complètement modifiée. Alors, déjà, si vous voulez, je peux vous montrer une petite chose. Non, on le fera après. Alors, est-ce que certains ont eu idée de savoir comment ça allait se passer? Et est-ce que certains ont essayé de voir comment on allait pouvoir répondre à la question, à savoir quelle doit être la nouvelle vitesse en D pour que la trajectoire devienne la suivante? Une ellipse ici qui arrive en E. Alors, il ne faut pas se libérer de l'orbite, puisqu'on va rester en orbite, en fait, hein. On va rester en orbite autour de Kerbin. Simplement, on va quand même rejoindre la Lune à un moment donné, et donc on va tomber dans l'attraction gravitationnelle de la Lune. On y reviendra à ça. Alors, comment on peut répondre à ça? À votre avis, entre ce qui se passe en C, ce qui se passe en D, ce qui se passe en E, etc., comment on va pouvoir répondre à ça?
En gros, ce que je vous demande maintenant, c'est quelle doit être la vitesse en d pour avoir une trajectoire de ce type-là, c'est-à-dire un périastre en d et un apoastre en e. Et puis on s'occupera de comment on l'ajoute après. Alors, force centrale, demi-grand axe, énergie mécanique. Alors, tout à fait, ce sont des termes qui me vont bien. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie mécanique entre D et E? Elle sera constante. Ok. Effectivement, elle sera constante. Et donc, effectivement, ça, c'est parce que le mouvement est un mouvement à force centrale qui est conservatif. Du coup, comment on va l'écrire? C'est ça qui va nous intéresser maintenant. Alors, en fait, on va faire un tout petit peu différemment. On va faire un tout petit peu différemment. On va écrire l'énergie mécanique en C et l'énergie mécanique en E. Parce que vous allez voir un peu pourquoi on fait ça. Euh, mais ça sera intéressant. Je remarque beaucoup moins de réponses, hein. J'ai l'impression que ça vous a moins inspiré cette partie. Alors déjà, est-ce qu'on a un... En fait, je ne sais pas si ça va forcément nous être utile, mais on peut commencer par faire ça. C'est-à-dire qu'on connaît la valeur de l'énergie mécanique pour une trajectoire donnée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc hop, je vais l'écrire là du coup. La formule générale pour l'énergie mécanique d'un système qui est sur une trajectoire elliptique. Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Alors exactement, c'est moins grand G petit m grand M. Alors pour l'instant, du coup, c'est la masse ce sera la masse de Kerbin, hein, sur 2A, où A, c'est le demi-grand axe. Donc du coup, pour C, c'est facile. EM en C, ça fera moins grand G petit m MK sur 2 fois le demi-grand axe de la trajectoire blanche. Donc du coup, ça c'est simple, hein, puisque c'est juste R0. L'énergie mécanique en D maintenant, ou en E, alors je vais plutôt l'écrire en E, c'est la même, mais vu que c'est la même, il n'y a pas de problème. Comment je l'écris? Alors ça sera pareil, ça sera moins, donc je l'écris en vert parce que c'est sur l'ellipse, moins grand G petit m, grand M divisé par 2 fois, question, et ça c'est important parce que ça revient souvent dans des exercices de force centrale, quel est le demi-grand axe? Quel est le demi-grand axe de la trajectoire verte? Ou alors que vaut 2 fois le demi-grand axe, hein, puisque c'est ça qu'on cherche, en fait. Donc, j'ai écrit dans le cours, c'est un moment où j'ai écrit attention, il y a souvent besoin d'un schéma, mais on peut le trouver. Et il faut donc pas juste remplacer par A. C'est F. Alors, effectivement, c'est la distance DE. Mais nous, on veut l'exprimer en fonction des. Tout à fait. On veut l'exprimer en fonction des caractéristiques qu'on a vues. Donc, tout à fait, Laura. C'est en fait cette distance-là, D, plus cette distance-là, qui vaut R0. OK? Donc, on a ça, tout simplement. Et du coup, 2A, donc 2 fois le demi-grand axe, ça fait le grand axe en entier, c'est-à-dire
R0 plus D. Donc on a comme ça cet écart en énergie mécanique, sachant que on a en fait euh, euh, du coup ça fait pardon l'énergie mécanique en D également. Est-ce que c'est bon pour vous déjà pour... Ah oui, ok, hop là, il manque ça. Nickel. Est-ce que c'est bon pour vous pour le début? Et ensuite, on va calculer ensuite. Si c'est limpide, alors ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer la différence d'énergie mécanique entre C et D. Pourquoi on va faire ça? Donc, je vais l'écrire ici. On va le calculer de deux façons en fait. L'énergie mécanique en D moins l'énergie mécanique en C. Bon, déjà, étant donné qu'on les a exprimés là et là, c'est assez simple en fait, hein. Ça va juste faire... Hop, pardon, je vais effacer ici. Ça va juste faire GMK M sur 2R0 moins grand G MK M sur R0 plus D. Comment je vais pouvoir relier ça à la variation de vitesse ou ce genre de choses? C'est-à-dire comment je vais pouvoir calculer ça d'une autre façon, parce que du coup, ça, j'ai plus qu'à le mettre au même dénominateur, et en gros, c'est bon, je connais tout, hein. Comment je vais pouvoir faire intervenir les vitesses ici? Du coup, à votre avis? Pourquoi EME et EMD et pas EMD égale EMC? L'énergie mécanique en E, c'est l'énergie mécanique en D, après la poussée, en effet. Et en fait, D, c'est juste après la poussée. Je ne vais pas forcément préciser. En fait, on peut considérer que le point C, il est juste avant la poussée et que le point D, il est juste après la poussée. Est-ce que c'est bon, Elsa, pour toi? Et du coup, deuxième question, comment on va calculer ça en fait? D'une autre façon, en faisant intervenir la vitesse en D et la vitesse en C, euh, pour justement calculer ce qu'on appelle le delta V. Il y a un truc qu'on n'a pas utilisé pour l'instant, c'est la définition de l'énergie mécanique. Donc peut-être que ça sera une bonne façon. Enfin, peut-être que ça peut être bien. Les énergies potentielles sont les mêmes sur les deux orbites. Exactement. Étant donné qu'on est au point C et D à la même distance du centre de Kerbin, c'est-à-dire R0, on a l'énergie potentielle de pesanteur en D qui est égale à l'énergie potentielle de pesanteur en C ou gravitationnelle, peu importe. Donc en fait, hop. Donc là c'est bon niveau encore, allez. L'énergie mécanique en D moins l'énergie mécanique en C, ça fait juste la différence des énergies cinétiques. C'est-à-dire un demi de M, facteur de VD carré, moins VC carré, tout simplement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour vous ça? Et du coup, c'est très simple puisque j'ai donc hop, je remonte hein, là-haut et on a donc en fait, alors je simplifie par petit m. Vous savez quoi? Je vais faire ça. On a un demi de VD carré moins VC carré qui est égal à ça. Et donc ça, quand on le remet au même dénominateur, ça nous donne grand GMK, facteur de D moins R0 divisé par 2R0
R0 plus D. Est-ce que c'est clair pour vous ça? C'est un passage un peu technique, donc n'hésitez pas si c'est pas clair à le dire. Du coup, pendant ce temps-là, moi j'écris oui, parenthèse. Ah oui, les parenthèses, elles sont là, bien sûr. N'hésitez pas à le dire hein, si c'est pas clair surtout. Du coup, ça permet d'écrire VD comme étant racine de VC carré plus grand G MK D moins R0 divisé par R0 plus D. Hop, on a ça directement. Est-ce que c'est clair? J'aurais pas pensé à ressortir la définition de l'énergie mécanique. Et en effet, c'est normal puisqu'à la base, la première formule qui était là, je crois, enfin, qui donne l'énergie potentielle en fonction du reste, elle est déjà liée, si vous voulez, à la définition de l'énergie mécanique. Mais en fait, là, on veut faire intervenir les vitesses à un moment donné, puisque c'est la question, c'est trouver la vitesse. Donc, on repart sur ça et il faut bien différencier les deux points, etc., etc. Ok, donc on a ça. Ça nous donne 3039. Ah oui, mais là, vous n'allez pas voir. C'est bon. Mètres par seconde. Alors, dans tout ce qui concerne le voyage spatial, entre guillemets, et notamment dans ce jeu, on parle souvent de ce qu'on appelle le delta V, c'est-à-dire la variation de vitesse à donner en un endroit de l'orbite pour finalement atteindre ce qu'on veut. Donc en fait, c'est plutôt VD moins VC, sachant que VC, on l'avait calculé tout à l'heure, et du coup, ça nous fait un delta V. Pardon, je vais encore effacer. Hop. Ça nous fait un. Alors, étant donné que ça sera redispo, hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, c'est pas grave. Hein. Vous l'aurez en dispo, vous en faites pas. Ça fait un delta V à appliquer au point D de 824 mètres par seconde. Donc déjà, c'est ça qui paraît un peu fou, entre guillemets, c'est que si on veut aller loin dans une direction, il faut appliquer une grosse variation de vitesse, mais quand on est à l'opposé, d'accord? Donc déjà, on va se rendre compte de ça quand on va faire tourner le jeu. Ce genre de trajectoire, de transfert d'orbite, si on veut, c'est ce qu'on appelle un transfert de Hohmann, c'est très connu. Et donc, déjà, c'est pas forcément simple de s'en rendre compte. Comment on a déterminé EM en D moins EM en C la première fois? Alors, la première fois, donc ce que j'avais écrit, c'était que, pardon, je vous refais un petit récap du coup, c'est que j'avais écrit que EM, c'est, ça on l'a vu en cours, l'énergie mécanique pour une trajectoire elliptique, on la connaît. C'est moins GM petit m divisé par 2 fois A, où A c'est le demi-grand axe de la trajectoire. Quand on est au point D, D c'est en fait un point de la trajectoire verte, d'accord? C'est-à-dire après avoir allumé le moteur, voilà ce que sera notre ellipse, voilà ce que sera notre trajectoire. Et du coup, le demi-grand axe pour la trajectoire verte, c'est 1 demi de R0 plus D. Pour le point C, ce qui se passe, c'est qu'on a juste un cercle de rayon R0. Donc A égale R0, tout simplement. Ça vaut quoi delta VD? Ah oui, pardon, ça vaut VD moins VC en fait. Ça vaut vitesse après la poussée moins vitesse avant la poussée, tout simplement. Donc, déjà, il va falloir appliquer un delta V de 824 mètres par seconde. Vous remarquerez quand je rallumerai le jeu que effectivement tout est donné avec ce qu'on appelle le delta V. C'est-à-dire que quand vous avez un moteur dans le jeu, il vous dit quel delta V vous pouvez faire en fait. Donc, du coup, c'est intéressant. On va voir par exemple à ce moment-là que il va falloir qu'on réutilise d'autres moteurs pour que ça puisse fonctionner. Autre question, où est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire, où est-ce qu'on met notre point D? À quel endroit on le fait? Parce qu'en fait, pendant le temps de trajet là, pendant le temps d'aller de là à là,
si je le fais quand la Lune, elle est là. C'est-à-dire que si mon point D, il est là, en face de la Lune, bah, le temps que je parcours ma demi-ellipse, ma Lune, elle aura avancé, elle sera là-bas, et on va rater la Lune. Le but, hein, c'est de viser la Lune, comme disait bien sûr la chanteuse Nadia. C'était Nadia? Non, c'était Amel Benz. C'était Amel Benz. Donc, Amel, bien sûr, voilà. Viser la Lune, ça ne me fait pas peur, exactement. Mais du coup, il faut vraiment viser la Lune. Et si on vise la Lune là, vu le temps de trajet, la Lune aura bougé. Question, comment on fait? À quel endroit on commence à lancer? C'est-à-dire que moi, je laisse mon point là et je vais dire que la Lune, elle est là au moment où on met notre poussée. Donc en fait, je vais appeler θ l'angle ici entre le diamètre sur lequel on aura périastre, apoastre après avoir lancé l'ensemble et le centre de la Lune au moment où on se lance. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de regarder le temps qu'on va mettre pour aller de D hop, à ce point E et du coup de dire que ce temps-là, il doit être égal au temps que va mettre la Lune pour aller de là à là. Donc, on va devoir calculer ces deux temps et les rendre égaux. Alors, première question qui est plutôt simple. Combien de temps va mettre la navette pour aller de D à E? J'attends vos réponses et on verra ensuite pour le reste. C'est vraiment pas compliqué, c'est une simple application des lois de Kepler. On calcule le temps que la... Ah oui, pardon, j'avais pas vu ce message, Jules. Sur D à E. On va faire ça, effectivement. Mais du coup, on va d'abord calculer le... Ah oui, bah oui, c'est ça, le temps que la fusée arrive. Alors, on peut utiliser la loi des airs. Moi, je suis pas convaincu pour celui-là. Pourquoi pas la Lune pour la Lune après? Mais là, non, là, il y a quelque chose de plus simple. Je vois que certains sont en train de répondre, donc c'est parfait. Exactement. Vous avez compris qu'on va utiliser... Alors, c'est très bien, il y a toutes les réponses qui apparaissent. T2 sur A cube égale constante. Alors, Karl, on connaît même la valeur de cette constante. Donc, c'est ça qui va nous sauver, en fait. Et effectivement, donc je le rappelle, hein, troisième loi de Kepler, T2 sur... Alors, attention, A, cette fois-ci, c'est pareil. Hein, c'est toujours R0 plus D. R0 plus D au cube égale 4 pi carré sur GMK. C'est ça la valeur de la constante et elle est à connaître. Ok, donc ça, je suis. Ah oui, non, alors, ouh là là, attention. Oh là là, attention. A, c'est le demi-grand axe. Donc ici, c'est R0 plus D, le tout divisé par 2. Oui, voilà, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Jules. Énorme. On a eu chaud. Je ne vous cache pas que la première fois, j'ai fait l'application numérique sans ça. Je m'étais déjà trompé. Voilà. Super. Et effectivement, T, c'est la période de révolution. Donc pour aller de D à D, en faisant un tour. Sauf que du coup, le temps de trajet taux, qui est donc le temps de trajet pour aller de D à E, c'est juste en fait T sur 2. Donc, on peut faire ce calcul et on trouve alors taux égale... alors, ah oui, oui c'est ça. Alors, pi carré fois R0 plus D au cube divisé par 8 GMK, le tout puissance 1/2. Vous voyez déjà que c'est homogène avec la troisième loi de Kepler et que plus D augmente, plus il faut du temps effectivement pour faire le tour. Hein. Vous êtes au courant que Pluton met quand même plus de temps à faire le tour du Soleil que Mercure, par exemple, justement de par cette équation. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Il faut faire attention à une chose. Donc ça fait 25 000 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4
222 secondes. Et étant donné que la période de rotation dure 6 heures sur Kerbin, si on compte en jours, c'est-à-dire si on met ça en minutes puis en heures, ça fait en fait à peu près 7 heures. Et du coup, ça fait en fait 1,16 jours. Et attention, c'est les jours kerbiens et non pas 24 heures du coup. Le 8 au dénominateur, alors en fait, il vient du fait que c'est le 2 au cube ici. Puisque du coup, ça, c'est t sur 2. Donc du coup, j'ai calculé t, que j'ai tout mis à l'intérieur, et voilà, ça marche normalement bien. Ok, c'est bon, c'est compris. Euh, Personne ne déçoit personne, il y a la bienveillance. Ok, donc effectivement, on sait que pour aller de D à E, la fusée va mettre, on l'a dit, donc 7 heures, quoi, en gros. Du coup, il va falloir choisir θ pour que la Mune mette elle aussi 7 heures, en fait, pour parcourir ME. Alors là, comment on fait, du coup, pour savoir, comment on fait pour trouver θ, du coup? Je me permets d'effacer. Là encore, hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, c'est pas grave, ça sera dispo en replay. Effectivement, on a une en vitesse circulaire si on veut. Comment on l'exprime cette vitesse angulaire? Du coup, la vitesse de la Mune. En polaire, effectivement, sachant qu'on a une trajectoire circulaire. Donc, comment on l'exprime? Petit passage là encore un tout petit peu technique, mais ça devrait le faire. C'est pas 2A au dénominateur. Alors là, du coup, j'ai effacé Achille, je suis désolé. Autant en classe, j'ai un tableau plus grand, donc je peux répondre à des questions. Au dénominateur de quoi? Alors j'ai mis 8, mais le tout dans la racine. Et c'est juste que 2 au cube, ça fait 8. Donc je pense que c'est bien un 8. Bon, du coup, alors est-ce que j'ai des réponses sur la vitesse? R θ point, exactement. Donc R, mais alors attention, attention, prenez le réflexe de ne pas écrire R quand c'est pas R, c'est D ici, le rayon de la Mune. Donc c'est D fois θ point. Donc en fait, θ point, c'est une constante qui vaut Vm sur D. La vitesse angulaire de la Mune est constante, ok. Et donc θ de T, alors du coup, en fait, si j'intègre cette équation, θ en E moins θ en D, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé θ en fait, hein, delta θ si vous voulez. Ici, c'est juste l'intégrale de ça, et ça fait donc ce qui s'est passé en un temps de taux, donc Vm fois taux sur D, tout simplement. Hop, et du coup, delta θ, Vm fois taux sur D, sachant que taux, on l'a calculé juste avant. Vm, on le connaît, c'est 500 mètres par seconde. On peut le recalculer avec la formule racine de Gm sur D. Et D, on connaît. Et du coup, quand on fait ça, on trouve 1,09 radians, soit 63 degrés. Donc, on va essayer de se placer en un point D, tel que l'angle entre là et du coup DK plutôt, mais du coup c'est la même chose que DE, hein, correspondent à 63 degrés. Pourquoi on intègre par rapport au temps? Parce que c'est θ point, et θ point ça veut dire dθ sur dt, ne l'oublions pas. Donc évidemment, du coup, quand on intègre, on entend par rapport au temps. En fait, on a θ de t qui fait, si tu veux, Vm sur d fois t plus constante. Et moi, après, j'ai fait cette équation en D, en E, pardon, moins ce qui se passe en D. Et TE moins TD, ça fait taux. Tout simplement. Bref, 63 degrés. OK? Alors, du coup, on va s'intéresser à un dernier point avant de relancer notre petite fusée.
c'est qu'est-ce qui se passe quand on va arriver en E. Parce qu'effectivement, en E, on va arriver avec une certaine vitesse et la mune, elle va aussi arriver avec une certaine vitesse. Et si on ne rend pas ces deux vitesses égales à un moment donné, il va y avoir un crash. Donc, il va falloir adapter ça. Il va falloir voir s'il va falloir adapter beaucoup. La question est donc, quelle sera la vitesse lorsqu'on arrivera en E. Donc, hop, prenez bien ça, faites un screen si vous voulez, et ensuite on calcule la vitesse en E, sachant que je vous rappelle qu'on connaît la vitesse en D, le rayon ici et le rayon ici. C'est bon pour tout le monde? Hop. Alors, comment on calcule la vitesse en E? Aïe, coup dur. Il y a un truc qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à maintenant, donc vous vous doutez bien qu'il va falloir l'utiliser. La loi des airs, pas vraiment. C'est, nous dira Douane. Ouais, pas sûr, du coup. La loi des airs, finalement, ouais, c'est. Ah oui, c'est, pardon, c'est Radouane, c'est la constante des airs. Vous pouvez montrer θ à t égale 0. Bah non, non, parce que t égale 0, ça veut pas dire grand-chose en fait. C'est-à-dire que je préfère parler de V en D, V en C, etc. Donc c'est pour ça que j'écris là une constante que je calcule pas et je fais la différence entre tout ça. Alors, Jules, il faut qu'on avance un peu. Jules, si tu veux, on peut reparler de ça après. Alors, pour la constante des airs, du coup, pardon, Radouane, je viens de comprendre que c'était ça que tu voulais dire par C. Effectivement, on peut utiliser ça, mais en fait, c'est pas forcément le plus simple dans le sens où là, on cherche des normes de vitesse. Alors, je vous rappelle, hein, la constante des airs, grand C, qui fait R carré θ point, ça c'est vrai. Mais ça sera constant. Donc R, enfin du coup ça en D et en E, ça sera constant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse en D et en E. Et là, elle apparaît pas explicitement. Donc est-ce qu'il y a un moyen de rendre ça plus explicite, justement? Il faut revenir à en fait d'où vient la constante des airs et comment on démontre que cette quantité-là est constante. Jules, du coup, j'oublie pas hein, ton problème, mais si tu veux, on en reparle après. Euh, voilà, les deux constantes se simplifient, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la constante, on la calcule pas, et quand on calcule θ en D moins θ en E, enfin θ en M moins θ en E, pardon, la constante se simplifie à chaque fois. Bon alors, comment on fait? Et ouais, alors ça vient effectivement de la conservation du moment cinétique. Et notamment une chose intéressante, c'est qu'en D et en E, on a OM qui est orthogonal à V. Donc en fait, en D et en E, OM orthogonal à la vitesse. Donc sigma O en D, en norme, ça fait juste OM vectoriel MV. Donc ça fait M fois R0 fois la vitesse en D. Et sigma O en E, ça fait M D VE. Et donc, comme le moment cinétique se conserve, sigma O, c'est une constante, ce qui implique que R0VD égale DVE. Bref, on trouve VE égale R0 sur D
fois VD. VD, on l'a calculé juste avant, et du coup, on trouve 190 mètres par seconde. Tout ça, c'est dans le référentiel de Kerbin. Donc, quand on va arriver là, on va avoir notre vaisseau qui va aller à 190 mètres par seconde ici, ça c'est VE, et la Mune qui va arriver là, qui elle va avoir une vitesse de 500 mètres par seconde, ça n'aura pas changé. Mon tableau est vraiment pas très propre, je suis désolé. Donc, si on cherche à savoir la vitesse dans le référentiel de Kerbin, on l'a dit, c'est 190 mètres par seconde. Et si du coup on cherche la vitesse dans le référentiel de la Mune, bah, du coup, sachant qu'elle va à 500 mètres par seconde, on fait une addition des vitesses et on va trouver VE dans le référentiel de la Mune qui fait moins 310 mètres par seconde. Alors, bonne question, pourquoi OM est orthogonal à la vitesse? Ça, c'est vrai en D et en E. Et ça, c'est simple, c'est parce que D et E, ce sont respectivement le périastre et l'apoastre. Donc, en fait, quand on écrit la vitesse, alors là, c'est bon. En général, hein, c'est R point, R θ point 0. Sauf que D, c'est le point le plus proche de K. Donc, en fait, R est minimum. Donc, R point va s'annuler en D. Et donc, on aura une vitesse que suivant Uθ. Et pareil en E, d'accord? Sauf que là, ce sera R maximum, tout simplement. M, c'est la Mune, oui. Ah oui, pardon, c'est OK. Enfin, c'est O, oui, pardon. Bah, M, normalement, c'est le point courant. Bah, autant pour moi, c'est OD et OE, quoi. OK. O, c'est bien sûr le centre de Kerbin, hein. C'est là d'où on est parti, quoi, si vous voulez. Et effectivement, si on s'intéresse aux tangentes à l'ellipse, effectivement, il n'y a qu'à cet endroit et à cet endroit, au sommet de l'ellipse, qu'on va avoir cette relation. C'est bon pour vous? Alors, si c'est bon, ben, on va y aller, en fait, hein, tout simplement. On va essayer donc d'appliquer un delta V de, j'ai oublié, 824 mètres par seconde jusqu'à avec un angle de 60 degrés par rapport à la Mune et on va voir si ça marche. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça vous va? On peut passer à la suite? On a fait le plus dur, hein, rassurez-vous. Alors, j'enlève ma caméra et je repartage mon écran. Hop là. N'hésitez pas à me redire si vous voyez, hein, j'aimerais bien checker à chaque fois. C'est bon, merci Mathis. Alors, si c'est bon, je vais me mettre en plein écran. On va faire un nœud de manœuvre tout à fait nominoué. C'est-à-dire que dans ce jeu permet une chose, c'est d'essayer de regarder ce qui se passe, de prévoir en quelque sorte ce qui va se passer. Alors là, je suis désolé, du coup, je suis en plein écran, donc je ne vois plus le chat. Voilà, je reviendrai bientôt. Donc, on peut faire quelque chose déjà, c'est pointer la Mune et la définir comme la cible. C'est pas forcément, bon, là je vais l'enlever, c'est pas forcément très utile. C'est juste que vous pouvez constater que on a une deuxième lune et puis en fait il y a d'autres planètes qui existent et puis bah, du coup parfois c'est un peu plus compliqué et donc pour pas se tromper, voilà, on définit des nouvelles cibles. Vous voyez par ailleurs que ce qu'on appelle les plans de l'écliptique, donc le plan équatorial de la Terre, vous voyez que la deuxième lune qui s'appelle Minmus est penchée par rapport à la première. Donc, pour faire des manœuvres, c'est encore plus compliqué. Et là, du coup, il faut faire des espèces de schémas en 3D. Alors, vous le voyez là. Alors là, j'essaie de faire un angle à peu près. Donc là, je me mets vue du dessus. J'essaie de faire un angle d'à peu près. Donc, on a le point O
qui est là, si vous voulez. Et le point D, je le mets à peu près dans mon dos, enfin par là, quoi, de sorte à ce que la mune fasse à peu près 63 degrés. Alors là, j'ai aucune idée si ça fait à peu près 63 degrés. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un nœud de manœuvre. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur un point, ici, ajouter une manœuvre, et là, on dit quel delta V on veut imposer à cet endroit, et ça nous prévoit la trajectoire. Alors là, du coup, vu les calculs qu'on a fait, je vais augmenter les moteurs de sorte à faire un delta V de 824, on avait dit, je crois, mètres par seconde ici. Alors là, du coup, j'ai juste essayé de faire en sorte que ça fasse à peu près 63 degrés, hein, du coup, entre là, l'axe Kerbin Mun ici, et mon axe vertical. Donc, je monte jusqu'à 824, comme c'était prévu. Hop. Et là, vous constatez qu'il se passe des choses un peu bizarres. Vous constatez que l'orbite qui a, donc à la base, hein, ce qu'on avait, c'était la nouvelle ellipse. Donc, vous voyez, quand on va pousser des moteurs ici, ça nous fera aller à un apoastre plus loin. C'est logique, hein, vu que la vitesse, enfin, le produit de la distance fois la vitesse se conserve. Par contre, quand on arrive là, il se passe des choses un peu bizarres. Vous voyez, là, ça devient orange, puis violet, puis vert. Alors, à votre avis, à quoi c'est dû ça? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ça? Exact. Alors, on ne rentre pas dans l'orbite vraiment de la Lune, mais on rentre effectivement en interaction avec la Lune. Alors, n'oublions pas que les forces gravitationnelles, elles influent à l'infini. C'est-à-dire qu'on a en permanence, en fait, une force qui vient de la Lune, une force qui vient de Kerbin. Quand on est en orbite autour de Kerbin, il n'y a aucun problème. L'interaction avec la Lune, elle est très négligeable. Mais il y a un moment où c'est l'inverse. Et justement, ce changement de couleur-là, ça correspond au moment où on entre dans ce qu'on appelle la sphère, la sphère d'influence de la Lune. Donc, pardon, je me remets en plein écran. Et du coup, on peut voir qu'on va passer là à 480 km. Vous voyez, du coup, ce n'est pas tout à fait 824 parce qu'en fait, dans nos calculs, on n'a pas pris en compte l'influence de la Lune. Donc, effectivement, ça change un petit peu. Alors, on peut changer aussi, du coup, potentiellement l'angle ici. Le but, hein, c'est en fait d'essayer d'utiliser le moins de carburant possible pour ne pas se retrouver en dèche. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas envie de ça. Alors, je vais refaire un truc un peu plus propre. Wow, là on a été un peu loin. Alors, on va faire ça, ça me paraît pas mal. Alors là, vous voyez, on a vraiment 824, c'est top. Donc on peut dire qu'on veut s'aligner avec la manœuvre. Donc le vaisseau se tourne tout seul. Donc, bon, alors, en mode carrière, on ne l'a pas au début, mais ne vous inquiétez pas. Vous constatez par ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai mis des petits panneaux solaires. On pourrait presque faire de l'électricité, puisqu'on a aussi des batteries, en fait. Des panneaux solaires, comme on l'avait vu, hein, l'effet photoélectrique qui va permettre de recharger les batteries. Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur, en fait, qui marche avec un effet gyroscopique. Donc d'ailleurs, c'est un peu comme le même principe que les toupies, c'est-à-dire qu'on a un très grand moment d'inertie, on en a parlé d'ailleurs un tout petit peu en cours. Et du coup, le moment d'inertie de l'ensemble est principalement piloté par ça, et donc, quand on le décide, on peut avoir un axe assez stable. Bref, on ne va pas attendre 12 minutes, et on va passer pour aller jusqu'à la manœuvre suivante. Donc, je fais passer le temps un peu rapidement. On alterne les cycles jour-nuit. Et nous voilà. Donc ici, on sait dans combien de temps est le nœud de manœuvre qu'on a rajouté. Alors, les calculs sont faits de sorte à avoir un delta V qui se fait instantanément, si vous voulez. Sauf qu'en pratique, il faut du temps pour imprimer une nouvelle vitesse à notre module. Et donc, du coup, je vais le lancer
à moins 35 à peu près, de sorte à ce que ça soit entre moins 35 et plus 35. Voilà, je lance. Alors là, j'ai un gros moteur au départ qui va vite se vider. Je l'éjecte et j'allume le plus petit moteur, qui est celui qui va nous permettre de se poser carrément. Voilà. Et du coup, là, ça va encore durer 54 secondes. Alors en attendant, je vais voir si vous avez écrit les choses. J'espère que vous êtes enthousiaste. Bill vit sa meilleure vie. Sacré Bill. En effet, franchement, il a l'air content d'être là. On va pas se le cacher. Donc voilà. Trop bien les étoiles et tout. Nickel. Alors, je me remets en plein écran si vous voulez bien. Bon, là, on a fait à peu près tous les calculs que je voulais qu'on fasse, hein. Pour le reste, on fera une correction rapide si vous voulez, mais la question, c'est quelle est la vitesse, quelle vitesse on doit avoir si on veut se mettre en orbite autour de la Lune, etc. Donc, c'est des questions qu'on a déjà traitées. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Alors, là, vous voyez, on a en bleu ce qui se passe réellement. Donc, à partir de là, je vais pouvoir y aller plus doucement. Donc là, on va passer, vous voyez, périasthe de la Lune à 450 000 km de la Lune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer déjà un peu. Et nous la voyons ici. Donc, vous voyez qu'elle avance ici. Ah, donc, elle est à 542,5 mètres par seconde. Donc, j'ai un peu menti tout à l'heure quand j'ai dit 500. Mais elle avance en même temps que nous. Donc, on avait quand même plus ou moins bien calculé notre coût. Et donc là, je vais aller jusque-là. Et là, vous voyez, la trajectoire, elle se fait encore dans le référentiel de Kerbin. Et dès qu'on va entrer dans la sphère d'influence de la Lune, la trajectoire sera complètement différente puisqu'on sera dans le référentiel de la Lune, justement. Vous allez voir, je vais passer rapidement jusque-là. Et voilà. En fait, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une hyperbole. Alors ça, c'est intéressant, puisque rappelez-vous, à la base, on a des trajectoires plutôt elliptiques, et là, bizarrement, ça y est, on a la trajectoire bleue qui est une hyperbole. Comment est-ce possible, en fait? Pourquoi quel est le paramètre qui est important pour savoir si une trajectoire est hyperbolique ou elliptique? En effet, c'est ce qu'on appelle un état de diffusion et c'est l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, effectivement, qui est calculée différemment par rapport à avant, puisque la masse de Kerbin dans l'énergie potentielle, elle est remplacée par la masse de la Lune, tout simplement. Donc l'énergie cinétique diffère aussi, puisque la vitesse est repérée par rapport à la Lune et non plus par rapport à Kerbin, et la masse est différente. Bref, il y a une toute nouvelle formule pour l'énergie mécanique, et quand on la calcule, elle devient non plus négative comme avant, qui correspond à une ellipse, mais positive. On a un état de diffusion. Donc on va régler ça en faisant diminuer l'énergie cinétique, donc c'est-à-dire en faisant diminuer la vitesse de notre bon vieux Bill par rapport à Kerbin. Donc pour ça, on va aller jusqu'au périastre, ici, et on va faire une trajectoire qu'on appelle rétrograde, donc c'est-à-dire en fait les boosters à l'inverse. Donc alors là, d'ailleurs, mince, je suis bête, j'ai oublié de regarder la vitesse quand on est rentré dans la sphère d'influence de la Lune, mais elle était à peu près là où on avait dit, hein, je pense qu'elle devait être autour de 300, 400 mètres par seconde. Là, ça a accéléré forcément, puisque du coup, on est en interaction avec la Lune. Mais du coup, alors où est-ce qu'elle est? Pardon, désolé. Ah oui, en fait, elle est Ah, elle est juste là. Elle est juste là. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une trajectoire rétrograde. Donc, en fait, je vais mettre. Donc là, vous voyez, notre vaisseau, il se déplace par là. D'accord? Et donc, je vais essayer de le ralentir par rapport à la Lune. Et vous voyez tout de suite en temps réel la trajectoire qui se courbe. On a une hyperbole de plus en plus courbée qui va finalement aller jusqu'à devenir, pourquoi pas, une parabole et une ellipse. Donc là, on est à peu près
dans le cas où l'énergie mécanique elle est proche de zéro, puisque c'est vraiment une plutôt grande ellipse qu'on a. Et donc on a, ça y est, une trajectoire elliptique. Donc là encore, hein, je peux continuer là-dessus pour avoir une ellipse plus faible. Je rappelle hein, que l'énergie mécanique, elle est proportionnelle à moins 1 sur A. Donc je fais diminuer A en faisant diminuer mon énergie mécanique, ce que je fais ici. Et nous voilà en orbite autour de la Lune. Il y avait une question qui était de calculer donc la vitesse dans l'orbite. Alors là, vous voyez, on a une vitesse de 314 pour une orbite d'à peu près 450 km de rayon. Donc, je vous laisse vérifier que ça marche bien au niveau des calculs. Alors, je regarde s'il y a des... ouais, OK. Alors, maintenant, on va essayer de se poser. Donc, étant donné le peu de temps restant, je vais m'en occuper. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire du coup pour essayer de me poser? Je lis en... Là, là, j'ai trouvé la façon de lire les messages tout en ne fermant pas tout mon setup. Redresser la fusée. Alors, redresser par rapport à quoi, je ne sais pas. Effectivement, l'idée, ce sera plutôt de ralentir. En effet, l'idée, ce sera ça sera de ralentir dans le référentiel de la Lune. Donc, en fait, appliquer ce qu'on appelle une trajectoire rétrograde. Donc, en fait, pousser dans le sens opposé à la vitesse, un peu comme s'il y avait des frottements finalement, et voir la vitesse diminuer. Donc, c'est tout à fait ce qu'on va faire. Et alors, comme on est quand même un peu fancy, on va faire ça par là, puisque vous l'avez compris, quand on va diminuer la vitesse ici, c'est le rayon en face qui va diminuer, d'accord? Et ça nous permettra de nous poser au soleil, tout simplement. Donc, je vais avancer ici. Et puis, alors là, du coup, on pourrait faire, hein, bien sûr, les calculs pour savoir de combien il faut diminuer pour que le nouveau rayon du périastre devienne à peu près égal au rayon de la Lune, pour qu'on puisse la frôler. Donc, on pourrait faire les calculs, mais du coup, c'est des calculs qu'on a déjà fait, donc peut-être un peu redondants. Vous pouvez les faire et voir si ce qu'on va appliquer comme delta V fonctionne. Quoi qu'il en soit, notre vitesse, elle est de 316 mètres par seconde, donc il ne va pas falloir freiner énormément, hein, moins de... Donc, hop, j'y vais. Donc là, je suis en train de freiner. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne, vous ne pouvez pas parce qu'en fait, c'est à l'ombre, tout simplement. Et alors, je vais aller à un périastre qui sera autour de de 15 km. On est sûr de ne pas arriver à pleine vitesse sur une montagne ou je ne sais quoi. Donc en fait, on a diminué la vitesse, voilà, pour avoir une trajectoire qui va frôler la Lune. Et en effet, la voilà. Sauf que maintenant, pour faire ça, on a dû diminuer. On a dû, en fait, diminuer le rayon, donc augmenter la vitesse d'un point de vue conservation du moment cinétique. Du coup, là, on arrive à une vitesse, vous voyez, autour de 560 mètres par seconde. Donc, il va falloir, là encore, arrêter ça. Et pour ça, on ne va pas vraiment avoir le choix. Il va encore une fois falloir appliquer une poussée complètement rétrograde lorsqu'on va s'approcher. Donc, je m'approche le plus près possible. Et j'applique, hop, une poussée. Du coup, la vitesse ici diminue, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que quand j'applique cette poussée ici, ça fait diminuer, là encore, hein, le rayon à l'opposé. D'accord, le rayon de l'apoastre. Jusqu'à ce que, finalement, le périastre soit dans la Lune. Et là, ça y est, si on tombe en panne d'essence maintenant, c'est le crash. Donc, heureusement, on voit qu'il nous en reste beaucoup. Vous voyez, hein, ce qui nous reste, c'est écrit en mètres par seconde. Ça nous dit le nombre de delta V encore accessible. Donc là, on voit qu'on en a largement assez pour atterrir. Je vais déjà sortir mes petites jambes d'atterrissage. Là, on approche du moment fatidique, là, hein. On va pas se le cacher.
Donc là, si je regarde, hop là, on voit qu'effectivement, donc là, on revient presque à un problème de mécanique classique, hein, indépendant des forces centrales, puisqu'on revient à G égale constante, avec une certaine vitesse initiale, etc. On va essayer de se poser là. Regardez, à l'intérieur de ce cratère, c'est souvent en fond plat. Donc on va voir si ça marche bien. Il y a un gros panneau, attention. Je ne sais pas si c'est bien. J'avance un peu. Donc là, on est à 6 km de haut, on est à 200 mètres par seconde, donc il va quand même falloir songer à ralentir petit à petit. Je vois l'heure qui tourne. Tout va bien se passer. Donc là, on va se laisser tomber tranquillement jusqu'à être proche du sol. Comme on l'avait prévu, on a le soleil qui est presque au zénith. Donc là, j'allume les moteurs tranquillement. On est bien à peu près au fond d'un cratère, comme on l'avait vu. Donc là, vous voyez, un truc assez marrant, c'est qu'en l'absence de repères, c'est très dur de savoir à quelle altitude on est. Heureusement qu'on a des instruments qui nous guident. Là, on est à 200 mètres. Donc on est plutôt tranquille. Alors, pardon, je me concentre un peu, mais on approche assez vite. Je vais essayer d'avoir une vitesse vraiment pas énorme pour que le choc soit vraiment peu violent. Vous voyez, là, la vitesse est autour de 1 mètre par seconde. On est à 15 mètres d'altitude en même temps, donc on va essayer de ne pas aller trop vite. Et nous voilà posés. Nous voilà posés tranquillement à la surface de la Lune. Franchement, c'était un plaisir. Alors, c'est pas du tout fini, hein. La mission n'est pas encore accomplie. Bon alors, même s'il reste, allez, il reste 10 minutes, je vais avoir le temps d'aller faire quelques petites enjambées. J'avais prévu, bien évidemment, une petite échelle que Bill va emprunter tranquillou, tranquillou bilou, c'est le cas de le dire. Ah là là, l'idiot, il ne peut pas prendre l'échelle. Allez, tout se passe bien, il l'a attrapé. Ah non, désolé, il est vraiment... Oh là 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 là. Tout se passe bien, il a un jetpack et le voilà. Voilà, petite photo. Bill a l'air content de lui. Nous pouvons, hop là, le voir. Il est un peu à contre... Ah oui, du coup, il n'est pas à contre-jour, mais comme le soleil est au zénith, il fait un peu peur. On va lui faire planter un petit drapeau quand même. Baisser la visière, peut-être mauvaise idée, hein. Planter le drapeau. Voilà, il plante un petit drapeau. Ce site s'appellera MPSI 2021. Est-ce que quelqu'un veut proposer un texte à écrire sur la plaque commémorative? Joule. Nous allons donc écrire Joule. C'est la première réponse que j'ai lue. À moins qu'il y ait des meilleurs textes. Hermont ici. Vous savez qu'Hermont, RIP Hermont. Allez, on va effectivement... écrire ça et nous voilà parés pour le retour. Alors on constate que du coup la gravité lunaire est à peu près la même qu'en vrai également, hein. On a donc le même facteur qu'avant. Alors avance, donc hop, on va remonter en jetpack. Et tout s'est bien passé. Et nous pouvons réembarquer. Alors avant ça, on va quand même être un peu RP. Nous avons une baie d'utilisation ici qui nous permet d'avoir accès à un baromètre
et à un thermomètre. Alors, du coup, on est dans le vide, hein, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et du coup, effectivement, quand on essaye d'enregistrer des données, on voit que... Ah, pardon, on l'avait déjà fait. On voit que le baromètre n'affiche rien, puisqu'on est dans le vide et qu'il n'y a pas vraiment de sens. Pareil pour la température. Alors, tenez, j'ai une question. À votre avis, d'où vient cette température-là? Ce 196 Kelvin. Pourquoi il y a écrit 196 Kelvin? Alors, ça peut être effectivement le rayonnement solaire, même si vous le verrez demain, et ce qu'on a, c'est un transfert thermique de la part du soleil, ce n'est pas une température. Donc, c'est un problème en fait d'appareillage, de mesure. Mais il y a également tout le reste, tout le vaisseau qui lui-même affiche une certaine température. Et donc, effectivement, cette température se diffuse dans le thermomètre. Donc, c'est vraiment plutôt un problème d'appareillage, en fait, qui est mal fait pour être à cet endroit-là. Vous le verrez demain, c'est vraiment une énorme transition, vers, vous le verrez demain, en fait, quand on s'intéressera au transfert thermique. Bon, allez, on revient tranquillement. Alors, du coup, on va fermer ça. On va quand même remettre l'échelle. Alors, pour revenir, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant, hein, à savoir, on décolle un petit peu, tranquillement, et puis, on va partir. Parce que là, on peut le faire vraiment facilement parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. On va partir en orbite autour de la Lune. On va rétracter ça. Vous voyez la trajectoire qui tout de suite commence à se faire. Alors, l'idée là, ça sera de s'élever assez pour être sûr de ne pas prendre des reliefs. Et puis, une fois qu'on sera là, je vais avancer un petit peu jusque-là. On ne peut pas faire d'avance rapide quand on est aussi proche. On va remettre des boosters, donc on va appliquer un delta V, de sorte à ce que le rayon du coup de la trajectoire elliptique, mais qui est à l'intérieur de la Lune, réaugmente assez pour sortir de ça et se retrouver donc en orbite autour de la Lune. Donc c'est ce que je fais là. Vous voyez la vitesse qui augmente, hein, puisqu'effectivement j'ai mes petits boosters qui sont prêts. Alors, je vais faire ça et puis je vais même avancer un peu plus loin. Vous allez voir pourquoi. Hop, là j'ai ça et je continue là-dessus jusqu'à avoir finalement le rayon de mon ellipse, enfin le demi-grand axe si vous voulez, qui devient plus grand que le rayon. Et là, me voilà en orbite autour de la Lune. Alors, comment on fait pour revenir sur Kerbin? Du coup, à votre avis? Il va falloir déjà sortir, bien évidemment, de alors, une révolution, parce qu'on parle de 1789. Alors, ce n'est pas vraiment une révolution qui veut dire un tour. L'idée, ça ne va pas être ça. L'idée, ça va être justement de sortir de la sphère d'influence de Kerbin. On fait comme pour aller de Kerbin à la Lune, tout à fait, sauf que du coup, ce n'est pas exactement pareil, puisque Kerbin est la Lune est en orbite autour de Kerbin. Alors, bien évidemment, avec un changement de référentiel, ça donne exactement la même chose, hein. Mais effectivement, l'idée va être similaire. Alors, je vais quand même le faire vite parce que là, le vaisseau est quand même en train d'avancer. L'idée, si vous voulez, ça va être de faire augmenter ça suffisamment pour m'éloigner suffisamment de la Lune pour ne plus être dans la sphère d'influence de la Lune, mais dans celle de Kerbin. Et si j'ai choisi celle-là, c'est-à-dire cet axe-là pour le faire, c'est parce que j'anticipe déjà que dans le référentiel de Kerbin, j'ai envie de ralentir. Donc j'ai envie d'avoir une vitesse qui va là du centre vers la gauche. Et donc pour ça, je mets un coup de booster dans ce sens-là pour effectivement faire diminuer en fait ma vitesse par rapport à Kerbin, tout simplement.
Est-ce que ça vous paraît clair? Alors, du coup, on y va. Et j'y vais. Donc là, vous voyez, du coup, l'apoastre ne fait qu'augmenter, bien sûr. On est quasiment parfaitement aligné jusqu'à ce que, hop, la courbe bleue s'arrête et fasse place à la courbe jaune, qui effectivement montre une révolution autour de Kerbin. Donc, je vais passer jusqu'à ce moment. Donc, on dit au revoir à la Mune, c'était bien sympa. Elle est là, hein, vous en faites pas, regardez, hop, on a eu droit à une éclipse. Et Kerbin est là-bas, continue de tourner tranquillement. Et voilà, ça y est, on est passé dans la sphère d'influence de Kerbin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en orbite autour de Kerbin, on veut se poser. Comment on fait? Ah, le carbu commence à baisser, hein. On ralentit. Alors, on oublie la commande anti-slash land, Jules. On va essayer de le faire. Et justement, on va utiliser, on ralentit, mais jusqu'à ce que quoi, en fait? Est-ce qu'on va être capable de faire comme on a fait avant, c'est-à-dire d'avoir un périastre qui diminue, puis au périastre de freiner encore une fois? Là, vous voyez, on ne va pas du tout avoir assez de delta V. Alors, effectivement, Nominou, on va mettre le périastre vers 50 km. Pourquoi? Est-ce que ça suffira de mettre le périastre vers 50 km? Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Effectivement, les frottements vont rentrer en jeu. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, pour ça, je vais faire un tour entier pour me mettre à l'apoastre et, euh, et me diriger et pouvoir faire diminuer le périastre directement, qui est déjà au plus bas, qui est du coup l'endroit où on est déjà au plus bas. Et alors, du coup, comme j'ai un tout petit peu l'habitude, je vais le mettre plutôt en dessous que 50 km. Sinon, on va arriver vraiment trop rapidement et en fait, on va repartir pour un tour, ce qui n'est pas forcément le but ici. Donc voilà, là, je me mets dans ce sens-là, donc dans le sens rétrograde, pour faire en sorte d'avoir un périastre qui diminue jusqu'à, je ne sais pas, autour de 15-20 km par là. Et on va bien voir plutôt 20 peut-être. Alors, pourquoi je ne fais pas en dessous? Parce que là, visiblement, je pourrais faire en dessous. Parce qu'en fait, on arrive... Oula, j'ai mis 13. Bon, on va voir. En fait, le truc, c'est que si on arrive pas avec le bon angle, mais trop à la verticale, là, admettons que je fasse une chute sans vitesse initiale sur Kerbin, l'épaisseur d'atmosphère traversée va être trop faible. Et donc, on va arriver sur Terre avec une vitesse encore trop grande. Déjà, là, 13 km, ça veut dire qu'on arrive avec un angle qui est déjà relativement faible par rapport à la normale. Enfin, bref, ça risque de secouer un peu. Alors du coup, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on y aille carrément. Donc nous voilà avancés tranquillement vers Kerbin. Bill, vous le voyez, pour l'instant, il a l'air assez heureux, hein. Je pense que tout va bien se passer pour lui. Et nous voilà, hop, arrivés avec un certain angle. Vous le voyez ici. Alors, je suis désolé, c'est dommage, on va arriver dans la nuit, malheureusement. On avance, on a l'altitude ici qui diminue. Et du coup, on va avancer jusqu'à rentrer à peu près dans l'atmosphère. Alors, étant donné qu'il nous reste quand même 500 mètres par seconde quasiment de delta V, je vais maintenant ralentir un peu manuellement avec mes boosters, même si ça ne sert pas forcément à grand-chose, hein, puisqu'on va subir principalement un freinage dû à l'atmosphère, un freinage atmosphérique. Alors là, c'est très très chaud ce qui se passe. Vous le voyez déjà, hein, à 50 000 km. L'atmosphère fait 70 km, mais vous le verrez l'année prochaine, ouais, vous inquiétez pas, tout va bien. Sa densité n'est pas constante. Donc là, les panneaux solaires ont explosé, on a 2-3 choses qui ont explosé. Et en fait, on a une capsule seulement de retour, sinon là, la masse aurait été trop grande. On a une petite capsule avec des parachutes que j'ai détachée
hop, qui est ici. Et nous avons ici un matériau spécifique qui s'appelle un bouclier, enfin, qui est un bouclier thermique qui s'ablate petit à petit, c'est-à-dire que petit à petit, il perd de la matière dû du coup à l'énergie thermique. Donc là, vous voyez, on pourrait, là encore, décrire les frottements et puis, du coup, voir la baisse, à quoi correspond la baisse d'énergie mécanique, quelle est l'évolution de la vitesse en fonction du temps, de la hauteur, bref, vous voyez qu'on pourrait faire plein de mécanique. On va pouvoir, enfin, on pourrait faire énormément de mécanique. Il y a quelques questions sur ça hein, à la fin du TP, si mon souvenir est bon, sur la puissance dissipée par frottement, etc. Vous voyez qu'on pourrait faire aussi plein de thermodynamique, tout simplement. Et là, alors, je suis désolé, c'est nuit, hein, c'est vraiment. Mais nous avons des parachutes qui sont sortis, en fait. Là, je ne sais pas si vous les voyez, on voit les fils un peu à droite. Voilà. Donc, on a des parachutes qui sont sortis. Hop, ah voilà, en fait, on peut les voir comme ça. On a des parachutes on les voit avec la lumière de la Voie lactée. Et vous voyez la Lune même au bout. Donc, on a 3 parachutes qui, pour l'instant, sont sortis, mais pas déployés. D'accord? Parce que si on les. En fait, on va les déployer plus tard, sinon la chute serait trop longue. Mais là, ça y est, c'est complètement maîtrisé. On a une vitesse de l'ordre de 200 mètres par seconde, mais qui continue à ralentir petit à petit à cause des frottements. Et puis, donc là, je fais une avance rapide, hein. Mais vous voyez que globalement, l'altitude continue de diminuer. Et là, ça y est, les parachutes sont déployés. Les 2 petits sont déployés, plus le gros qui va pas tarder à se déployer également. La vitesse, elle est stabilisée autour de 28 mètres par seconde. Ah, on a entendu un boom. Vous n'avez pas le son, mais on a entendu un boom. C'est le reste du vaisseau, je pense. Et là, on est à 7 mètres par seconde, donc pas de problème, de quoi survivre au toucher. Voilà. Donc par contre, alors c'est un peu perturbant puisqu'on ne voit pas le sol, on ne peut se fier qu'à ça. Effectivement, s'il y a un trou dans les boucliers thermiques, ça fait énormément de problèmes, puisqu'en fait, du coup, la température se dissipe à des endroits où c'est pas censé se dissiper, et donc ça peut trouer tous les matériaux. Et nous voilà posés. Donc, on va quand même faire sortir ce bon vieux Bill, qui est littéralement tombé. Quel nul! Voilà, il est content, il sourit, et c'est sur ça qu'on va pouvoir terminer ce TP. Allez, on lui fait planter un petit drapeau. Donc voilà, on a réussi à faire l'aller-retour. Donc ça, c'est l'endroit du retour. C'était cool. Et voilà, il peut cette fois-ci retirer son casque, bien sûr. Et en fait, Bill était depuis le début tout vert. Et ça, vous le saviez. Alors, hop, je vais arrêter le partage d'écran, c'est bon. Je peux même remettre ma webcam. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Ah mince, je ne me suis pas remis dans le setup. Bon, c'est pas grave. Vous avez le setup, vous avez mon setup standard finalement. On est désolé pour Airmont, hein, qui effectivement n'a pas réussi à faire l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'on se dit à demain finalement? On a fait 2 heures, hein, c'est à peu près comme il faut. C'était sympa. Bah, écoutez, je suis content de voir que c'était sympa. Au-delà du fait que ce soit sympa, hein, bien sûr, l'idée, ça reste que vous ayez revu et compris tout ce qu'on a fait en mécanique, hein. Vous l'avez vu, on est vraiment allé du PFD jusqu'aux forces centrales. Donc, on a vraiment balayé à peu près tout. Il y a même les frottements. Et on peut même faire un lien avec la thermodynamique. Donc, vous voyez, finalement, ce genre d'outils, c'est certes sympa, c'est rigolo, on fait des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de physique qu'on peut voir. Donc, je vais essayer de garder tout ça en replay. Donc, il y a même des questions
auxquelles on n'a pas forcément répondu par manque de temps. Mais en replay, vous aurez accès à toutes les infos, genre position, vitesse. Vous allez pouvoir vérifier plein de choses si vous voulez. Donc, c'est vraiment une source très complète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Et puis, de ce que je lisais dans le chat, apparemment, sur le coup, en tout cas, les élèves avaient bien aimé. Donc, j'espère que en revoyant ça, vous êtes également heureux. Voilà, en tout cas, ça permet de revoir pas mal de bases de mécanique avec un fond un peu ludique. Donc, c'est cool. Voilà, bonnes vacances, du coup, vu que je poste cette vidéo le vendredi des vacances, des pseudo-vacances, du coup. Et on se dit à bientôt. Au revoir.